Bonjour à tous, je suis contente d'être à nouveau parmi vous et je trouve que depuis ce matin, on réfléchit des choses intéressantes. Alors évidemment, l'hôpital, il y a bien des problèmes à l'hôpital et je vais essayer de donner peut-être des pistes pour que les choses soient un peu moins noires. Parce que, voilà, l'hôpital public, moi j'y travaille depuis 35 ans, j'y crois toujours, et je pense qu'on peut faire du bon travail à l'hôpital public, même si aujourd'hui c'est sans doute un petit peu plus compliqué qu'avant. Je vais vous parler d'un changement de paradigme dans les décisions difficiles, chez les patients en général, mais sans doute encore plus difficile chez les patients malades d'Alzheimer lorsqu'ils arrivent en fin de vie. Et puis on parlera de la réalité de l'autonomie qu'on peut laisser aux malades d'Alzheimer. On en parle beaucoup, mais dans la réalité, comment est-ce possible? Quelle place pour sa parole? Et puis on essayera de voir ensemble comment on peut essayer d'avancer vers des décisions appropriées dans les situations difficiles. L'accompagnement d'un patient Alzheimer, on a beaucoup parlé de l'accompagnement depuis l'annonce du diagnostic, du travail du médecin traitant, des multiples allers-retours entre le domicile et l'hôpital. On se situe là dans un accompagnement qui est dans un contexte de phase ultime de l'évolution d'une maladie neurologique chronique. Souvent, les signes ont démarré une bonne dizaine d'années auparavant, et ça a évolué en tous les cas vers deux choses qui vont compliquer singulièrement les prises en soin des patients. D'une part, c'est une dépendance marquée pour tous les actes de la vie quotidienne. D'autre part, des difficultés souvent importantes dans la communication. Alors, les soins que l'on va apporter aux malades vont dépendre de leurs conditions de vie. La plupart du temps, les fins de vie des patients Alzheimer se passe en institution médico-sociale ou hospitalière, mais ça peut aussi se passer au domicile, et pour autant, ce ne sera pas forcément plus facile, parce que justement, les équipes au domicile ont rarement le temps pour se voir et pour discuter. Les situations sont hétérogènes chez nos patients Alzheimer, et les soins doivent être adaptés à leurs besoins. Quand on dit ça, ça veut dire qu'il faut rechercher quels sont leurs besoins. En fait, il y a eu souvent polypathologie, des affections intercurrentes, des complications qui amènent vers des états cliniques assez complexes et souvent malaisés à évaluer. Mais les objectifs dans cette période où on approche la fin de vie doivent être différents. Et ils doivent s'adapter avec souplesse à chaque patient en essayant de privilégier au maximum son confort et en soulageant ses symptômes. C'est évidemment la définition habituelle des soins palliatifs. Comment plutôt reconnaître qu'on arrive vers la fin de la vie? C'est difficile pour tous les patients, sans doute encore un peu plus compliqué chez les patients Alzheimer, mais en tous les cas, chez des patients très fragilisés, on voit bien qu'à certains moments, en institution ou à la maison, on va avoir des comportements qui changent, une apathie sans doute aussi souvent qui s'accroît, des refus de soins, des refus alimentaires, on en reparlera tout à l'heure parce que ça, ce sont des choses qui mettent les soignants en grande difficulté, ainsi que les familles. Mais surtout, on constate chez les patients un manque de ressources mobilisables. Et vous allez me dire, mais pourquoi c'est important de repérer que les patients approchent de la fin de leur vie? Eh bien parce que souvent, on fait l'économie de cette réflexion-là, et que du coup, on va continuer. Dès lors qu'arrive un événement intercurrent, une affection intercurrente, à faire des examens complémentaires, à proposer des traitements complémentaires, et que parfois, l'acharnement thérapeutique n'est pas loin. Un changement de paradigme, je ne vais pas insister, ce sont des choses que, ici, je pense, on connaît, qui sont malheureusement bien peu suffisamment connues dans l'ensemble de la société. On est passé, dans la tradition médicale, du principe de bienfaisance, faire le bien de l'autre, teinté d'un grand paternalisme chez les médecins, à la loi du 4 mars 2002, qui a quand même déjà 10 ans,
Et je trouve qu'en 10 ans, on n'a pas beaucoup progressé sur l'application de cette loi parce qu'elle est méconnue, et méconnue dans la société, mais aussi méconnue des soignants, et j'ose le dire, plus encore, de certains médecins. Donc, dans cette loi, on favorise le principe d'autonomie. C'est bien, c'est clair, on doit avoir un patient qui est informé loyalement, qui est associé aux décisions qui le concernent. On a un partenariat et le patient doit donner son consentement. Si le patient doit donner son consentement à l'hôpital, ou n'importe où d'ailleurs, quand il y a des soins, dès lors qu'il s'agit de faire des examens complémentaires ou des traitements, vous comprenez bien que ce consentement devrait de facto supprimer ce que tout un chacun redoute, c'est-à-dire l'acharnement thérapeutique. Or, l'acharnement thérapeutique, malgré cette loi qui a maintenant une dizaine d'années, eh bien, il existe toujours. Et je pense que les pressions qui visent à faire évoluer notre société vers une légalisation de l'euthanasie se nourrissent malheureusement de cette méconnaissance. Et il est important, urgent et capital que chacun de nous, là où il se trouve, fasse évoluer un petit peu les choses sur ces problèmes de connaissance des lois. Je dis ça, je le rencontre quotidiennement à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un patient qui ne veut pas faire ce que le spécialiste d'organes ou le réanimateur préconise? Eh bien, les médecins sont souvent très embarrassés, ne savent pas bien quoi faire. On peut, par exemple, appeler le procureur de la République qui va faire son boulot et qui va dire « Oh là là, attention, hein, non-assistance à personne en danger ». Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va appeler le psychiatre parfois. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, les psychiatres qui sont ici, en disant bah, « Écoutez, ce patient-là, il est dans l'incapacité de consentir. Alors on va faire un HO, puis après on va voir, on pourra décider sans lui. » Je vous assure que ce sont des situations que l'on rencontre et que, enfin, pour ma part, je dénonce, et ce n'est pas très facile d'arriver derrière, surtout quand on est dans une équipe mobile de soins palliatifs où on travaille en transversal. Je pense que la loi du 22 avril 2005 a bien complété la loi du 4 mars 2002 en donnant la possibilité de limiter et d'arrêter soit des investigations, soit des traitements qui peuvent apparaître comme disproportionnés. Mais souvent, ils apparaissent comme disproportionnés aux patients, parfois aux familles, rarement, plus rarement en tous les cas, au monde médical. Et je pense que si l'on doit à nouveau travailler sur la loi Leonetti, la loi du 22 avril 2005, il sera sans doute important de se pencher sur ce problème sémantique que je rencontre moi dans ma pratique fréquemment. Les patients Alzheimer sont souvent vus, bien trop souvent vus, comme des personnes hors d'état d'exprimer leur volonté. Or, on peut être porteur d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée à un stade évolué de la maladie. On peut même être sous tutelle et, malgré tout, avoir des choses à dire sur ce qui nous concerne quand on est malade. Hein. La loi a essayé de contourner ces problèmes en favorisant la désignation d'une personne de confiance et la possibilité de rédiger des directives anticipées. Ce sont encore aujourd'hui des possibilités qui sont trop peu utilisées à l'hôpital. En tous les cas, hors d'état d'exprimer leur volonté, je crois que vraiment c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille et qu'on arrive à mieux cerner. Hein. Hors d'état d'exprimer sa volonté, est-ce que c'est parce qu'on est aphasique ou est-ce que c'est parce qu'on est Alzheimer et que du coup, on n'écoutera pas ce que dit le patient? Évidemment, l'autonomie, ça va être un petit peu plus compliqué avec des malades d'Alzheimer. C'est vrai que le dispositif juridique a mis l'accent sur le respect de la volonté du patient au maximum, mais peut-on vraiment toujours respecter la façon de voir les choses du patient, y compris dans le refus de soins, y compris dans le refus alimentaire, sans imposer notre vision de la bonne fin, voire de la bonne mort? Comment montrer aux malades qu'on le voit comme un être vraiment vivant jusqu'au bout et non comme quelqu'un qui est déjà out of order? Alors, des principes moraux doivent nous guider, bien sûr, il y en a. Sans doute, nous guider aussi pour limiter le pouvoir des soignants.
Le savoir donne beaucoup de pouvoir, et je crois qu'il y a aussi beaucoup de soignants et des médecins qui se situent dans le pouvoir. Et ces 4 principes classiques qu'on connaît bien de Beauchamp-Childress, à mon avis, sont insuffisants. Bienveillance, non-malveillance, justice, autonomie. On voit bien que bienveillance et autonomie, par exemple, peuvent parfois se contrarier entre eux. Donc, comme l'ont dit les autres médecins qui ont parlé avant moi, il faut faire sans doute appel aussi à d'autres valeurs, l'humanité, la dignité. Éric Fiat nous en a beaucoup parlé ce matin, la solidarité, la liberté aussi, la liberté du patient. Et je pense qu'on a beaucoup opposé dans un certain nombre de papiers qui sont sortis la bienveillance et l'autonomie. Je crois que les 2 principes ont montré leurs limites, avec le paternalisme d'une part et puis le toute autonomie d'autre part, qui est dans certains cas difficile à réaliser. Ces principes ont leurs limites, mais ils sont complémentaires. Et puis au-delà de ça, je voudrais dire que ce sont des visions finalement un peu simplistes, parce que finalement, ce qui doit primer entre le médecin et le malade, entre le malade et les soignants, eh bien, c'est la relation de confiance. Mais j'insiste pas, on l'a déjà beaucoup évoqué avant moi. Quelle est la place, je me demande souvent ça, quelle est la place de la parole du malade lorsqu'il est à un stade avancé de sa maladie? Trop souvent, le malade est disqualifié. Il a des troubles cognitifs, alors il devient transparent. On ne le voit pas, on ne l'interroge pas, on ne l'écoute pas ou on ne l'entend pas, et on décide pour lui, surtout s'il est sous mesure de protection. Ça me semble quelque chose de compliqué de chercher d'abord à prouver l'incapacité du malade. C'est sans doute quelque chose qu'on a hérité du passé. L'incapacité, on en parle depuis longtemps. Rappelez-vous, dans les mesures de protection juridique, il y a encore bien peu, on parlait des incapables majeurs. Quel terme dégradant. Donc, il me semble qu'il est important de résister à cet état d'esprit et que, au lieu de s'attacher à démontrer que le patient n'est pas en capacité de comprendre les informations, ni de décider, ni de consentir librement, je pense qu'il faut aller vers lui, essayer de décider ensemble, essayer d'observer son comportement, essayer de lui rendre la parole. Et c'est vrai que s'il ne peut parler, ce qui arrive parfois en fin de vie, quand la communication s'est fortement appauvrie, l'attitude généralement est très parlante. En général, en reprenant souvent la grille de Sébac-Lanoë, je crois que les gériatres la connaissent bien, il y a une question qui nous aide à prendre les décisions difficiles dans cette grille. Et une question dit, que dit le patient, s'il peut parler, et sinon, qu'est-ce qu'il montre par son attitude? Et on a l'habitude dans le service de choisir un des 3 adjectifs pour faire plus simple: coopération, démission ou opposition. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour donner l'ambiance de ce que le patient, même celui qui ne peut pas parler, va nous montrer par son comportement. Quelles sont finalement ces décisions difficiles? Vous vous demandez peut-être, on parle de décisions difficiles depuis tout à l'heure. Eh bien, tout au long de l'évolution de la maladie, il peut y avoir des situations qui risquent d'opposer différentes valeurs. Pensons tout simplement au placement en institution à l'issue d'une hospitalisation. C'est souvent quelque chose de très compliqué. Mais au-delà de ça, les différentes valeurs qui peuvent s'opposer, ça va souvent être sécurité versus liberté. Pensons par exemple au maintien et à tous ces problèmes de contention que nous rencontrons à l'hôpital ou en EHPAD. Ça peut être le soulagement de la douleur versus le maintien de la conscience. Ça peut être aussi dans la polypathologie, quelle priorité on donne à quel traitement, qu'est-ce qui devient, alors qu'il y a une grande polypathologie, le plus important à prendre en compte. Ça peut être aussi la poursuite de traitements qui sont devenus soit fatigants, soit inutiles. Je pense même à la mise en route parfois des traitements, chimiothérapie ou pas, dans les problèmes, dans les histoires de cancer, dialyse à mettre en route ou dialyse à poursuivre. Je pense qu'on a tous connu, on a tous en tête des patients qui sont
malades d'Alzheimer à un stade encore peu avancé, chez lesquels on met en place une dialyse. Et arrêter une dialyse, c'est toujours difficile chez n'importe quel patient. Je crois que c'est encore plus compliqué chez un patient Alzheimer, chez qui on aura facile à dire, mais il n'est pas en mesure de nous dire s'il veut vraiment ou pas continuer un traitement. Faut-il continuer ou pas les transfusions sanguines, etc. Faut-il ou non mettre en place ce traitement chirurgical qui est potentiellement mutilant? Je pense évidemment aux artérites et aux problèmes d'amputation qui sont assez récurrents dans les services de chirurgie vasculaire et qui sont quand même des problèmes difficiles. Et puis, si on parle de l'alimentation, et parfois à la demande des familles qui sont toujours en demande de poursuivre l'alimentation, même quand on arrive en phase ultime de la maladie, est-ce qu'on va ou pas poser une sonde de gastrostomie qui, après, une fois qu'elle est en place, va nous aider à nourrir, mais n'est pas sans inconvénient, et puis donnera l'impression souvent aux soignants, auxquels on n'a pas demandé leur avis, de nourrir et de gaver contre leur volonté les patients. À ce sujet, je vous parle un instant d'une patiente qui était en EHPAD et qui était allée à l'hôpital plusieurs fois pour des pneumopathies liées à des problèmes de régurgitation et de fausse route. Et cette patiente avait toujours dit dans l'EHPAD où elle se trouvait qu'elle ne voulait pas qu'on s'acharne et qu'on fasse des tas de choses. Elle n'avait pas de famille et elle trouvait qu'elle avait fait son temps. Les choses étaient assez claires du temps où elle pouvait les dire. Elle a fait un petit AVC sur une pneumopathie, enfin bon, c'était un petit peu compliqué. Et là, évidemment, constatant que cette patiente ne pouvait pas manger, avait fait plusieurs fausses routes et plusieurs pneumopathies, on n'a pas réfléchi beaucoup plus que ça et on a pris la décision de lui poser une sonde de gastrostomie. Sauf qu'on a oublié de demander aux soignants qui s'en occupaient le plus souvent, c'est-à-dire ceux de l'EHPAD, et le médecin traitant, quel était son avis. Et vraiment, souvent, trop souvent, on oublie de demander au patient son avis. Or, on peut l'aider à clarifier sa pensée, on peut reformuler avec lui, on peut aussi respecter son silence et respecter le temps dont il a besoin pour comprendre ce qu'on lui propose. Je crains beaucoup que, au-delà de l'écoute du patient, on essaye d'évaluer de plus en plus finement son aptitude à faire des choix. Dans certains pays, il existe des grilles qui servent à ça, je pense notamment au Canada, et on a sans doute à apprendre de nos amis canadiens. C'est quelque chose, moi, qui me fait peur. Je trouve que le patient Alzheimer, on l'a déjà étiqueté dans tous les sens et on a déjà fait beaucoup de riz sur son autonomie, sur ses capacités diverses et variées, et il faudrait aussi qu'on évalue s'il est en état ou pas de dire quelque chose pour ce qui le concerne. Je rappelle quand même que dans la loi Leonetti, le médecin n'est pas obligé de suivre l'avis du patient, ni obligé de suivre l'avis de la personne de confiance ou de la famille. Mais il doit tenir compte de tous ces avis-là. Et on oublie de demander l'avis du patient. C'est quand même dommage. Je vous assure que quand on parle, même des patients à un stade très avancé peuvent nous dire « mais non, mais ça, je ne veux pas être opéré, ça c'est terminé, j'ai fait mon temps ». Souvent c'est une expression qu'ils utilisent. Sachons les écouter. Alors évidemment, ce ne sera peut-être pas vraiment de l'autonomie, ce sera peut-être plutôt de l'autodétermination, parce que, en effet, les patients, si on définit l'autonomie comme la capacité à ne pas dépendre d'autrui, nos patients Alzheimer sont plutôt disqualifiés. Mais qui d'entre nous n'est pas dépendant d'autrui à tel ou tel degré? Nous sommes tous dépendants les uns des autres. Il faudrait simplement l'accepter. Et puis, redisons-le clairement, la loi, en France, n'impose pas cette évaluation préalable de la compétence du malade en matière de décision à prendre. On ne nous a jamais dit, on nous a dit qu'il fallait informer correctement les gens, qu'il fallait recueillir leur avis, leur consentement libre et éclairé. Mais on n'a pas dit, et ils doivent avoir au moins 12 sur 20 à l'échelle d'évaluation de l'autonomie et l'échelle d'évaluation de la compétence à décider. Donc je pense qu'au lieu de voir les choses de cette façon, il est important plutôt d'articuler le point de vue des malades, des aidants, des soignants, dans le cadre d'un projet de soins.
permettre simplement au malade d'exprimer sa pensée, son émotion, ses désirs, sa volonté, tout en effectuant, malgré tout, une analyse précise de la situation. Médicalement, ça doit rester la première des choses. Donc, il y a les aspects médicaux, le degré d'évolution de la maladie d'Alzheimer, qui va être important à prendre en compte. On le voit bien, par exemple, dans les décisions en oncogériatrie. Quel est l'épisode de pathologie? Quel est le niveau de fragilité? Quelles sont les pathologies associées? Mais aussi, quel est l'environnement de ce patient? Sur le plan psychologique, sur le plan socio-familial, comment est-ce que ça se passe? Quel est aussi le niveau de connaissance des différents intervenants autour de lui, des différents acteurs? Donc, on peut continuer à avancer si, au lieu de voir une maladie ou un épisode pathologique, on voit une personne, un malade, avec effectivement une maladie intercurrente. Il faudra, mais je dirais comme dans toute décision, chercher différentes solutions et peser les bénéfices et les risques. C'est sans doute un petit peu plus difficile avec les malades d'Alzheimer qui ont plus de mal à faire comprendre ce qu'ils souhaitent et pourquoi. J'ai terminé. Il faudra aussi mener une réflexion collégiale et puis c'est bien le médecin qui prend la décision et qui en assume la responsabilité. Surtout, on évitera de rejeter la responsabilité de la décision sur la famille. Donc ces situations de fin de vie, elles nous rappellent dans le fond nos difficultés, nos propres impuissances de soignants, de médecins. Elles nous donnent souvent des leçons d'humilité. Et je voudrais simplement rappeler la phrase de Alain de Broca qui est en bas. Accompagner, ça se fonde sur un savoir-faire, sur un savoir-être. C'est finalement une posture de soin où se conjugue la rencontre, mais aussi le geste technique et la parole. Je vous remercie.